Harvest Africa, c'est une vision. En français, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la langue anglaise, Harvest Africa Apostolic Network en anglais, qui donne en fait le sigle HAN, c'est le réseau apostolique Harvest Africa. Donc c'est un réseau apostolique principalement qui a pour vision de voir l'Afrique entrer dans sa destinée, parce que nous sommes convaincus que chaque nation ou chaque continent a une destinée particulière que Dieu lui a donnée. Donc Harvest Africa, ou le réseau apostolique Harvest Africa, est né ici au Rwanda en 2015, et c'est là où il a tenu son premier sommet qui avait réuni 6 pays. Et puis la seconde édition a eu lieu en 2016. On a eu 11 nations. Et la troisième, c'était cette année même, 2017, au mois de septembre. Et nous avons eu la grâce d'avoir 16 nations réunies ici à Kigali dans ce grand sommet. Grosso modo, Harvest Africa, c'est une vision qui englobe l'Afrique, mais aussi au-delà du continent. Le sommet de cette année, comme je viens de le souligner, qui s'est déroulé ici à Kigali, qui s'est tenu à Kigali au mois de septembre, a été une grande réussite. Non seulement au point de vue nombre, parce que les nations étaient plus importantes par rapport au nombre, si on considère les 2 éditions précédentes, mais aussi c'est par le profil des ministères de Dieu qui y ont participé. Ça veut dire que cette année, dans la 3e édition de HAN, nous avons eu la grâce d'avoir des ministères de Dieu très chevronnés, ça veut dire ayant ce qu'on appelle communément dans le langage évangélique des gros calibres. Ça veut dire des hommes de Dieu avec des œuvres importantes, ayant un impact très, très important dans leur pays. Donc des nouvelles nations gagnées dans la vision, mais aussi de nouveaux hommes de Dieu, de ce qu'on appelle les grosses pointures dans le royaume de Dieu. Cette réussite, pour nous, c'est lié à la vision même de HAN, donc le réseau apostolique Harvest Africa, ou HAN en sigle, Harvest Africa Apostolic Network en anglais. C'est lié à la vision. Parce que la vision, vous savez, la vision, c'est l'ensemble de ce qui reflète en fait le devenir, de ce qui fait que quelque chose naisse. Parce que quand quelque chose naît, c'est que cette chose est appelée à croître, à se développer, mais aussi à devenir quelque chose. Donc, la vision de Han, c'est de voir principalement les nations d'Afrique sortir de cette spirale de problèmes, de difficultés liées à l'histoire même du continent, par exemple l'esclavage, la colonisation, etc., mais aussi voir l'Afrique reprendre son flambeau. Parce que la plupart des gens, d'ailleurs j'ai même rencontré certains occidentaux qui ne savent pas que l'Afrique a reçu l'évangile avant même le continent européen. Pour ne citer que l'Europe, parce que les États-Unis n'étaient pas encore même nés. Donc l'Afrique a reçu l'évangile au 1er siècle, avant même que les Pôles aillent évangéliser l'Europe. Donc ce flambeau-là, il nous a été volé, mais il faut souligner que les 6 premiers siècles de l'histoire chrétienne, l'Afrique, toute l'Afrique du Nord, quasiment, était chrétienne. Donc il y avait des églises de réveil. Souvenez-vous que lors de la crucifixion de notre Seigneur, sur le chemin qu'on appelle la Via Dolorosa, donc le chemin de la croix de Christ, il y a eu un Africain qui était là, Simon de Cyrène. La Cyrène, c'est une des régions de la Libye. Ça veut dire que c'était un Libyen. Et la Libye, c'est l'Afrique. Donc l'Afrique était présente lors de Via Dolorosa, le chemin de la croix de Christ. Et les Romains avaient forcé cet Africain à aider le Christ à porter sa croix.
Et après, à part Simon de Cyrène qui était là, l'Europe n'était présente que par le biais de la puissance politique romaine, comme Ponce Pilate. Mais sur le plan du royaume de Dieu, sur le plan spirituel, nous voyons l'Africain être là, associé aux douleurs du Christ. Ça veut dire le chemin qui nous a amené à le salut. Je citerai en outre l'eunuque éthiopien qui a été baptisé par l'évangéliste Philippe sur le chemin de Jérusalem vers Gaza. Vous voyez, donc l'Afrique était présente aux premières heures de l'ère chrétienne. Alors, les Occidentaux sont venus en Afrique vers le XVIIIe siècle pour rapporter ce que l'Afrique avait perdu. Mais l'Afrique n'avait pas reçu l'évangile par les Européens d'emblée, de prime abord. Mais l'Afrique avait reçu l'évangile avant, et nous savons quelle bénédiction l'Afrique a donnée au monde dans le domaine de l'évangile, à la personne de saint Augustin, qui fut l'un des piliers de la théologie occidentale même. Et nous savons beaucoup Tertullien, beaucoup d'hommes de Dieu qui étaient très très puissants au niveau de la théologie, au niveau de l'évangile au 1er siècle. Alors, si l'évangile est venu en Afrique au cours des 1er siècles, c'est qu'il a apporté avec lui la bénédiction. Ça veut dire que l'Afrique avait une destinée, mais qui a été un peu volée par les différents courants qui orientent l'histoire. Et nous savons que l'islam est venu au 7e siècle, alors que l'Afrique était déjà chrétienne. Du moins l'Afrique du Nord, et l'évangile commençait à descendre vers l'Afrique subsaharienne. Donc pour être un peu bref par rapport à ça, la vision de Harvest Africa, c'est de voir l'Afrique reprendre son flambeau qui lui avait été volé. Mais je ne dis pas que les Blancs n'ont rien fait, les Occidentaux. D'ailleurs, je salue l'œuvre que les missionnaires occidentaux ont accomplie sur le continent, de sorte que dans la théologie, l'Afrique est appelée le tombeau de l'homme blanc, parce que l'Afrique a avalé beaucoup de vies de missionnaires. Outre les missionnaires qui étaient au service de l'empire colonial, mais nous avons des missionnaires qui étaient des hommes intègres, qui étaient venus pour le salut, pour proclamer l'évangile, en parole mais aussi en œuvre. Nous savons que les premières écoles ou les premiers hôpitaux étaient issus du mouvement de l'évangile. Donc, l'Afrique a une histoire avec Dieu, mais qui est souvent occultée, sciemment ou par ignorance. Alors, j'ai eu cette opportunité de dire à certains Européens que l'Afrique est mentionnée dans la Bible. L'Afrique a reçu l'évangile avant même le continent européen. Ce n'est pas une question de compétition, c'est seulement rappeler que nul n'a le droit de gommer une page de l'histoire d'un peuple. Donc, la réussite, comme vous venez de me demander quelles ont été les raisons qui me poussent à dire que ce sommet a été une réussite, c'est que en gagnant d'autres nations, d'autres hommes de Dieu ayant de l'influence dans leurs pays respectifs, c'est déjà un pas vers l'accomplissement, vers la concrétisation de la vision. Ça veut dire, pour faire 1000 pas, il faut commencer par le premier. Ça veut dire qu'on a 16 nations, bientôt ce sera 20, 30, etc. Et c'est comme ça que nous amenons cette vision de Dieu sur l'Afrique, sur les nations, à sa réalisation. Avant d'aborder cet aspect de cette conférence qui est en train d'être préparée en Géorgie, aux États-Unis, j'aimerais rappeler que non seulement Harvest Africa se tient à Kigali, mais aussi Harvest Africa s'est tenu dans d'autres pays. Par exemple, au Kenya, nous avons eu une conférence qui a réuni différents serviteurs de Dieu, servants de Dieu de ce pays-là.
Et puis, nous sommes allés en Tanzanie aussi, à Dar es Salaam. Nous avons tenu une conférence, même un mini-sommet, où nous avons gagné d'autres nations à la cause de Christ, comme la Zambie, qui n'était pas dedans en 2015. Et nous avons aussi la grâce d'avoir aussi les ministres de Dieu de l'Afrique du Sud, que nous avons rencontrés lors de notre conférence en 2015 à Nairobi, et qui sont aujourd'hui des membres de Harvest Africa et des membres très actifs. Et voilà, c'était juste pour donner un peu d'antécédent par rapport au mouvement, comment ce mouvement prend de l'ampleur. Alors, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, Dieu nous a donné un ministre de l'Évangile, que le docteur Fula, de Géorgie, aux États-Unis, que nous avons pu avoir la grâce de rencontrer à Nairobi, physiquement, et nous avons échangé sur la vision, et nous avons échangé sur le mouvement. Et il a été d'accord avec nous que c'est un mouvement qui vient à point nommé, que c'est un mouvement de Dieu, et qu'il attendait ce temps-là. Et il a adhéré d'emblée à la vision. Et d'ailleurs, il s'est proposé directement d'héberger une conférence internationale dans son pays, les États-Unis d'Amérique. Donc c'était prévu que 2018, l'année prochaine, au mois de septembre, la conférence se tienne en Zambie, mais pour des raisons qui ne sont pas dépendantes de ce qui était censé organiser. Alors ils ont reporté pour une autre période ultérieure. Alors, Dr. Fula des USA a saisi l'opportunité. Il a dit, moi, je propose à ce que Han vienne aux États-Unis parce que là, je crois que ça va être une base très solide à ce que la vision puisse atteindre les 4 coins du globe. Et c'est pour cela que nous n'avons pas hésité à pouvoir lui dire, allez-y, vous avez notre soutien, notre accord pour que vous puissiez organiser ce grand événement. Et aujourd'hui, Dieu est en train de confirmer que ce n'était pas seulement quelque chose d'émotionnel, c'était le timing de Dieu, parce que maintenant, cette conférence va avoir un caractère réellement multinational, international, parce que nous aurons l'occasion d'avoir les gens qui viennent des Antilles, de la Guadeloupe. Nous avons la grâce d'avoir beaucoup de ministres de Dieu de par le monde qui sont entrés en contact avec l'événement à travers le website. Donc, à ceux qui veulent en savoir davantage, ils peuvent visiter la vision, l'accomplissement et la marche de la vision à travers trouver toutes les informations sur ce site web. Alors, aujourd'hui, nous avons beaucoup de pays qui demandent à être présents lors de cette conférence. Voilà pourquoi je dis que c'est un moment historique pour la vision de Harvest Africa, pour le continent, voire même pour d'autres nations. La pertinence de cette conférence en dehors du continent, c'est une grande percée pour la vision elle-même. Pourquoi? Parce que l'Afrique dispose d'une diaspora de plus de 200 millions de personnes. Donc la diaspora africaine. Et nous savons que la diaspora africaine, c'est l'ensemble de toutes les personnes vivant en dehors du continent, quelles que soient les citoyennetés et les nationalités, ayant des racines avec le continent. Par là, je veux dire ceux qui descendent des anciens esclaves, l'esclavage qui a eu lieu du XVIe jusqu'au XIXe siècle et qui a été vraiment, qui a fait des ravages parce que la population active de l'Afrique a été déportée. Et ce sont ces descendants-là, aujourd'hui, qui peuplent beaucoup de pays en dehors du continent, notamment aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, aux Antilles, donc en Europe, hein, donc voire même les pays du Golfe. Ça veut dire toutes ces diasporas-là
constitue une force très importante. Hein, je vais essayer de m'étaler un peu là-dessus. Vous savez que l'Union africaine appelle cette diaspora la 6e région d'Afrique. Pourquoi? Parce que l'Union africaine, qui est en fait le prolongement de l'Organisation de l'Unité africaine d'antan. Vous savez que l'OUA est né en 1963. Et après, elle a été changée en Union africaine. Ça veut dire que l'Union africaine s'est rendue compte que la diaspora constitue une force non négligeable, très importante, qu'il faut associer aux forces présentes sur le continent pour son développement. Et ce n'est pas l'Union africaine seulement. Même les différentes institutions au niveau mondial ont maintenant conscience que la diaspora africaine est un groupe d'intérêt très particulier et très puissant. Je vais donner quelques précisions là-dessus. Cette diaspora africaine envoie en Afrique, en termes de finances, envoie en Afrique plus de 60 milliards de dollars chaque année à travers des institutions financières du monde, et surtout ce qu'on prend au Western Union, les transferts d'argent avec d'autres moyens. Donc la diaspora africaine envoie plus de 60 milliards de dollars sur le continent. Et vous savez, chaque année, ce montant va en s'augmentant, année après année. À titre d'information, ces Africains ou ces descendants d'Africains qui vivent dans d'autres pays en dehors du continent, en l'occurrence les pays occidentaux, engrangent dans leur revenu plus de 3 000 milliards de dollars de revenus. 3 000 milliards de dollars de revenus. Mais ces 3 000 milliards de revenus ne représentent que 0,7% du PIB de ces pays-là. Mais, encore une fois, pour l'Afrique, où ils envoient cet argent à leurs familles, à leurs amis, cette somme-là, même si c'est une goutte d'eau par rapport à l'économie de ces pays de résidence, constitue 3% du PIB. Donc c'est un montant qui est très significatif par rapport au continent. Ce montant-là constitue une base économique pour les familles qui le reçoivent ou les pays qui le reçoivent. Et il faudra aussi savoir que ces 60 milliards, même si c'est dérisoire, cette somme est dérisoire par rapport à ce qu'ils gagnent. Vous voyez, donc 15% de ce qu'ils gagnent, ils l'envoient chez eux, donc en Afrique. Et le restant, ça veut dire 85%, est consommé là où ils vivent, dans leur pays de résidence. 15% seulement de ce qu'ils gagnent, ils l'envoient dans leur pays de provenance. Mais ces 15%-là constituent 3% du PIB des pays africains. Et puis ce n'est pas seulement ça. Les 60 milliards de dollars sont plus importants que l'aide publique au développement que les pays riches nous donnent. Parce que toute l'aide publique au développement que l'Afrique reçoit des pays donateurs ou des pays, des partenaires bilatéraux ou multilatéraux, atteignent approximativement 56 milliards de dollars. Vous voyez, la diaspora envoie 60 milliards de dollars, c'était en 2014. La Banque mondiale a donné des chiffres en 2014 que la diaspora africaine envoie 60 milliards de dollars. C'était en 2014, les chiffres de la Banque mondiale. Et l'aide publique au développement en 2014 était de l'ordre de 56 milliards de dollars. Vous voyez, ça veut dire que ce que les diasporas envoient en Afrique dépasse de loin l'aide que les pays africains reçoivent de ces pays-là, pour la plupart des ex-colonisateurs. Alors, vous voyez, si l'Afrique découvre que la diaspora africaine est une force non négligeable,
Ça veut dire que dans la vision de Han, Harvest Africa, nous voyons que cette force-là, non seulement nous ne la voyons pas en termes de puissance économique, même l'Union africaine aujourd'hui découvre qu'il n'y a pas seulement la manne financière dont elle a besoin l'Afrique, mais l'expertise de cette diaspora. Parce que parmi cette diaspora, beaucoup sont des intellectuels, des juristes, des ingénieurs, des gens de la société civile, hein, les gens qui sont impliqués dans beaucoup de réseaux dans ces pays-là. Donc, si cette diaspora, l'Union africaine escompte qu'elle va jouer un rôle si elle parvient à être connectée aux réalités du continent, alors il faut savoir que pour le royaume de Dieu, cette diaspora est très très importante. Et aussi, il y a une autre vérité historique. Ça veut dire que cette diaspora a joué un rôle très important pour la libération du continent, entre guillemets. Parce que le panafricanisme, qu'il ne faut pas confondre avec Harvest Africa, le panafricanisme est né dans la diaspora. Le premier initiateur du panafricanisme, c'est Marcus Garvey, qui était de la Jamaïque, les années 1800, début 1900. Donc Marcus Garvey, c'est lui qui a eu cette passion d'amener tous les Africains ensemble de la diaspora pour les faire revenir en Afrique, parce qu'il voyait qu'ils sont exploités, même surexploités, parce que ce sont eux qui ont participé pour la plupart au développement des économies des pays occidentaux. Donc, les Nkrumah et les autres qui sont venus après, ils sont sautés dans le train de cette vision, mais la vision proprement dite est née dans la diaspora. Alors, si la vision de libérer l'Afrique est née de la diaspora, vous comprenez quelle force elle représente. Le panafricanisme lui-même, qui a été à l'origine de la création de l'unité, de l'organisation de l'unité africaine, OUA, l'actuelle Union africaine. Donc le panafricanisme avec d'autres forces comme la négritude, qui était un mouvement culturel initié par les Senghor et les Aimé Césaire. Donc, tout ça, ça montre que la diaspora, c'est une force multiforme. Et si cette force, elle est réellement canalisée pour le développement de l'Afrique, et quand on parle de développement, ce n'est pas seulement développement économique. Vous savez, aujourd'hui, on parle de l'indice développement humain. Ça veut dire tous les aspects qui amènent la qualité de vie. Fait sortir l'Afrique de la position dans laquelle elle est vue aujourd'hui, comme un continent de misère, un continent de guerre, un continent où tout est noir, jusqu'à ce qu'on l'appelle Dark Continent, un continent qui n'a pas d'espoir. Mais la diaspora, constituant cette force-là, jusqu'à présent, elle n'est pas réellement engagée avec tout son potentiel pour le développement de leur continent. Et c'est en cela que l'Union africaine travaille, mais aussi ce n'est pas seulement l'Union africaine. D'ailleurs, ce sont les institutions financières mondiales qui ont vu cela avant. La Banque mondiale, par exemple. Au sein de la Banque mondiale, il y a un département ou une commission, quelque chose comme ça, qui incite les pays africains à compter sur sa diaspora pour son développement. Jusqu'à ce que la Banque mondiale est en train de mettre certaines conditions à l'octroi des prêts ou des aides, ça dépend, pour que les pays intègrent dans leur plan de développement l'apport de la diaspora. Vous voyez que c'est une entité très importante pour le développement du continent. Alors pour nous, dans Han, la diaspora fait partie des piliers pour que cette vision puisse réellement se concrétiser en termes de ressources à mobiliser, en termes de répandre les valeurs du royaume de Dieu, parce que cette diaspora dispose plus de moyens que les Africains sur le continent. Pour être un peu exhaustif là-dessus, j'aimerais souligner que la diaspora actuelle africaine, c'est une diaspora décomplexée. Ça veut dire quoi? C'est une diaspora qui n'a pas connu l'esclavage. C'est une diaspora qui n'a pas connu la colonisation ou la ségrégation
raciale datant, même s'il y a encore des résidus de ségrégation dans certains pays occidentaux. Mais c'est une diaspora, une génération tout à fait nouvelle, génération connectée. Vous savez, avec les technologies du numérique, avec les réseaux sociaux, cette diaspora, elle est complètement ouverte au monde. Donc, avec des atouts, avec une visibilité dans le monde. Cette diaspora, elle est active sur la toile, sur les réseaux sociaux. Donc, elle est porteuse de beaucoup d'ouverture d'esprit, de sorte que cette diaspora-là, ce n'est pas celle d'autrefois, à l'époque de Senghor ou de Nkrumah et des autres, ou de Marcus Garvey, qui étaient tout leur temps en train de revendiquer, vous voyez, revendiquer leurs droits et affirmer leur identité de noir. Mais cette diaspora, aujourd'hui, n'est pas dans cette dynamique-là. Elle est dans la dynamique de création et d'innovation. Et si cette diaspora est réellement connectée aux réalités du continent et que le continent dispose d'un cadre pour recevoir, on ne dit pas qu'ils doivent quitter ces pays-là, mais ils doivent au moins être connectés aux réalités du continent avec les nouvelles technologies numériques. C'est possible d'agir localement et d'impacter globalement. Donc, ils peuvent, à travers les moyens que nous disposons aujourd'hui technologiques, influencer la marche de l'histoire du continent. Alors, pour nous, dans Harvest Africa, la diaspora constitue l'une des cibles privilégiées. Voilà pourquoi la conférence aux États-Unis, en Géorgie, est très, très importante pour nous, parce que nous allons y rencontrer les gens de la diaspora et nous allons leur parler de la vision de Dieu, comment le royaume de Dieu, ses valeurs, constituent réellement un socle pour l'essor du continent. Le panafricanisme, comme je l'ai souligné, c'est un mouvement politique. Donc le panafricanisme est né de revendications. Parce que le noir était écrasé. Le noir n'avait aucun droit. Le noir n'avait pas plus de valeur qu'une bête de somme aux États-Unis, en Europe, etc. Et cela a fait que ceux qui sont de la diaspora à cette époque-là se sont levés pour revendiquer le droit, avant tout le droit en tant qu'humain, avant tout autre droit. Voilà pourquoi est né plus tard les mouvements de droits civiques comme le mouvement de Martin Luther King et les autres. Donc le panafricanisme a été un mouvement politique, bien sûr plus tard économique. Comme Marcus Garvey le disait, on ne peut jamais accéder à l'indépendance politique sans indépendance économique. Donc c'était un mouvement politico-économique, social, etc. Alors que le Harvest Africa Apostolic Network, ou le réseau apostolique Harvest Africa, HAN en sigle, ce n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement apolitique. Ce n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement spirituel des derniers temps qui consiste à rassembler tous les hommes de Dieu du continent, en dehors du continent, pas que les Africains, même les non-africains, mais qui ont à cœur le continent. On peut être africain biologiquement, ou africain de souche, mais aussi africain de cœur, parce que tu as le cœur pour le continent. Alors, toutes ces personnes-là, la mission de Harvest Africa, c'est de les rassembler ensemble, quelle que soit leur dénomination, quel que soit leur ministère, quelle que soit leur nationalité, etc. Les rassembler dans un espace de convergence de dons, de compétences, d'onction, d'expertise, de ressources pour une cause commune. Ça veut dire voir les valeurs du royaume de Dieu, les valeurs d'amour, de paix, les valeurs de partage. Vous voyez? Les valeurs qui s'incarnent dans une foi vivante dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces valeurs-là
nous savons que ce sont les seuls qui sont des valeurs réellement universelles. Jésus a dit, aime Dieu plus que tout. Aime ton prochain comme toi-même. Quelle valeur peut s'ériger en valeur en termes d'aspiration des peuples contre ces valeurs-là? Chaque être humain aspire dans le plus profond de son être à être aimé, à être accepté tel qu'il est. Et chaque être humain, même ceux qui se disent athées, comme disait un homme de Dieu, l'homme a un vide en lui sous forme de Dieu, qui ne peut être comblé ni par la politique, ni par l'argent, ni par le plaisir mondain, mais c'est Dieu seul qui peut combler ce vide-là. Et il y a quelqu'un qui avait écrit un livre intitulé « L'éternité dans leur cœur ». Et c'est une parole qui vient de l'Ecclésiaste, qui dit que Dieu a mis en nous, nous les êtres humains, il a mis en nous la pensée de l'éternité. Donc rien ne peut combler le vide qui est dans l'homme, que Dieu seul, la connaissance de Dieu seul, la relation personnelle avec Dieu, un Dieu personnel, peut combler. Donc, les valeurs de Harvest Africa, qui sont des valeurs spirituelles, morales, mais qui ne sont pas moins puissantes par rapport à la transformation même économique de l'individu, même de la nation. Parce que nous savons que ce qui a fait l'Europe, la grandeur de l'Europe, c'est quoi? Ce sont les valeurs judéo-chrétiennes. Ça veut dire que la Rome païenne s'est écroulée. Sur les cendres de la Rome païenne s'est érigée une autre société avec des valeurs judéo-chrétiennes. C'est ça qui fait la force de l'Occident aujourd'hui, que ce soit l'Europe et les États-Unis. Donc il ne faut jamais penser que la Bible, c'est un livre juste utile quand quelqu'un est aux cheveux ou quand quelqu'un est au bord de la mort, ou un livre qui n'est utile qu'entre les quatre murs des églises. Le message central de la Bible, c'est la personne de Jésus-Christ, le sauveur du monde. Ça veut dire que le message de l'Évangile a été le socle de la puissance de l'Occident. Regarde aujourd'hui, avec l'apostasie qui s'installe dans les pays occidentaux, l'Europe, les États-Unis et le Canada, aujourd'hui ils sont en train de vivre maintenant les conséquences qui frappent même leur économie. Ça veut dire que nous croyons que ce que Paul avait écrit au 1er siècle, qu'il avait dit dans l'épître aux Romains, « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit, aux Juifs premièrement, puis aux Grecs ensuite. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Évangile contient en lui-même toute la puissance créatrice de Dieu pour libérer l'homme de toute forme de joug, même le joug de la misère. Parce que l'Évangile ouvre l'intelligence, amène le changement de mentalité, et l'homme se voit tel que Dieu le voit. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il se croit capable, doté des capacités de se développer dans le sens positif du terme, et à utiliser son environnement utilement pour son bien, mais aussi pour la gloire des créateurs. Donc nous sommes, nous, un mouvement politique, Harvest Africa, mais qui n'exclut pas que l'Évangile est porteur des valeurs qui amènent le bien-être, aussi bien spirituel, aussi bien mental, je vais dire par là psychique, psychologique, mais aussi le bien-être matériel. Donc aujourd'hui, nous assistons à un changement de paradigme. Ça veut dire que les pays occidentaux qui, par après, avaient reçu l'Évangile, alors que l'Afrique l'avait perdu, s'est développé. Parce que Dieu traite les nations sur la base de l'Évangile. Une nation qui reçoit l'Évangile réellement, Dieu promet d'élever cette nation, même sur le plan économique. Prenons l'exemple de la Corée du Sud. La Corée du Sud, elle est ce qu'elle est par rapport à sa voisine là, ou sa sœur, la Corée du Nord, c'est à cause de l'Évangile. Donc l'Évangile a apporté la prospérité. Un peuple qui vit les valeurs de l'Évangile, c'est un peuple digne. C'est un peuple qui vit sa grandeur que Dieu lui a donnée. Donc Harvest Africa n'est pas un mouvement politique,
c'est un mouvement apolitique, mais dont l'impact des valeurs qu'elle prône peuvent aussi transformer toute la société dans tous les domaines, tous les aspects de sa vie. Cette diaspora africaine représente un moteur pour la propagation de la vision. Parce que cette diaspora, elle est presque partout, éparpillée dans le monde entier. Et cette diaspora, aujourd'hui, elle est en train d'être mobilisée dans différents cadres pour le développement de l'Afrique. Donc Han ne doit pas se passer de cette force-là. Donc on voit dans la diaspora une force spirituelle très dynamique, et nous savons que la diaspora, en embrassant les valeurs du royaume de Dieu, va réellement contribuer pour le développement de leur continent, donc les gens de la diaspora, au-delà uniquement des aspects économiques. Pourquoi est-ce que les fils et filles du continent cherchent à fuir le continent, croyant chercher une vie meilleure ailleurs? Vous voyez, ça veut dire que l'économie seule ne suffit pas. Ça veut dire qu'il faut des bonnes politiques, c'est vrai, mais il faut que l'homme africain, comme disait Nkrumah, à la fin, il s'est rendu compte que l'Afrique ne sera pas ce qu'elle devrait être s'il n'y a pas un Africain nouveau. Et qui peut créer un Africain nouveau? Qui peut créer un homme nouveau? Ce n'est pas la politique. C'est Jésus qui peut créer ce miracle. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et la Bible dit encore une fois que lorsque Jésus entre dans la vie de quelqu'un, parce que Jésus, en tant que Dieu, en tant que Fils de Dieu, il est esprit et il est la parole. Donc, quand quelqu'un reçoit les valeurs de l'Évangile, sa mentalité est transformée. Et vous savez que ce n'est pas la force physique qui dirige le monde, c'est le monde de la pensée. Et quand l'Évangile entre change la structure mentale de quelqu'un, sa vision sur lui-même, sa vision de l'autre, sa vision du monde change. Et de là partant, il découvre qu'il n'est pas créé pour la misère. Il n'est pas créé pour être asservi par d'autres peuples. Donc il commence maintenant à voir ce pourquoi il a été créé. Voilà pourquoi je dirais que la diaspora africaine, elle est une cible privilégiée, non seulement pour l'Union africaine ou d'autres institutions comme la Banque mondiale, mais aussi pour le royaume de Dieu, parce que ce n'est pas par hasard s'ils sont africains ou s'ils ont des racines africaines. Pour nous, dans cette vision, Harvest Africa, c'est une cible privilégiée parce que nous y voyons un peuple de plus de 200 millions de personnes, une fois transformé par la puissance de l'Évangile, ayant ces capacités-là, intellectuelles, cognitives, des capacités financières, alors nous pensons que l'Afrique aura maintenant ce qu'elle a manqué depuis. Ça veut dire les valeurs du royaume de Dieu, capable de faire d'un homme un être nouveau, avec des pensées nouvelles, avec une vision nouvelle. Nos attentes par rapport à la diaspora africaine que nous allons certainement rencontrer aux États-Unis au cours de cette conférence qui aura lieu au mois d'août en Géorgie. Nos attentes, c'est de voir ceux qui vont la représenter, cette diaspora, dans cette conférence, puissent être impactés par les valeurs de Han, par la vision de Han, et repartir dans leur pays, régions respectives, porteurs de ces valeurs, de cette vision, afin d'aller embraser, en disant un terme biblique, avec le feu, la passion de voir l'Afrique sortir du dénigrement dans lequel elle se trouve, à cause de son histoire, sortir de ce moule dans lequel l'histoire l'a plongé, comme un continent sans avenir, un continent toujours à genoux,
un continent toujours en train de quémander, de mendier. Hein? Mendier même ce qui provient de son propre sol. Mendier ce qui provient même de son sol et sous-sol. C'est de voir son mouvement maintenant gagner la diaspora africaine où qu'elle se trouve. C'est un appel solennel. Que cette diaspora qui sera représentée là dans cette conférence de Géorgie puisse repartir avec cette flamme, cette passion, et aussi de trouver l'écho dans les pays respectifs pour que les autres puissent entrer dans cette dynamique qui est déjà lancée. Le salut de l'Afrique doit passer par un changement de mentalité. Vous savez, l'homme africain, pour ne pas globaliser, mais l'homme africain, même son histoire. Vous savez que l'Afrique, dans l'ensemble, n'a pas une histoire générale. Donc, beaucoup de pays en Afrique ont encore des manuels d'histoire écrits par le colonisateur. Même dans les institutions éducatives, donc dans les écoles, tu trouves rarement des manuels qui parlent de l'histoire générale de l'Afrique. Le premier pays à avoir eu ce souci-là, c'est le Brésil. Le Brésil a plus de 100 millions de personnes de souche africaine, descendants d'Africains. À part le Nigeria, qui a la plus grande population en Afrique, l'autre pays en dehors de l'Afrique, qui abrite un nombre important d'Africains ou des racines africaines, c'est le Brésil. Et l'ex-président du Brésil, Lula da Silva, il avait appuyé cette politique, cette idée d'écrire, d'avoir un manuel dans lequel on peut trouver l'histoire générale de l'Afrique. Ça, ce n'est pas venu de l'Afrique, du continent. C'est venu du Brésil. L'idée que l'Afrique devrait avoir un manuel qui parle de son histoire d'une façon générale. Et non pas des histoires disparates écrites au gré des colonisateurs. Parce qu'on peut faire parler à l'histoire ce qu'elle n'est pas. Voilà. Donc, au Brésil, cette idée a germé et aujourd'hui, ils ont un manuel sur l'histoire générale de l'Afrique et c'est obligatoire dans le système éducatif du Brésil. Mais aussi, l'UNESCO avait lancé un programme pour qu'il soit écrit l'histoire de l'Afrique, générale de l'Afrique, mais une histoire qui n'est pas biaisée. Parce qu'avant, c'était l'histoire écrite par les Blancs. Donc, avec des mobiles, pour la plupart qui ne sont pas sains. Et cet ouvrage a été écrit par plusieurs spécialistes, historiens, dont la plupart étaient africains, traduit dans différentes langues, mais sa pédagogie n'a pas suivi. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a très peu de pays. Il y a des pays, certains pays, mais très peu sur le continent, qui ont ce manuel d'histoire générale de l'Afrique. Ça veut dire que tu ne peux pas être ce que tu devrais être si le mental ne suit pas. Par exemple, l'Africain naît en sachant qu'il est nul, en sachant que tout son bonheur est ailleurs. Ça, c'est un diagnostic qui montre que quelque chose doit changer au niveau du mental africain. L'Africain naît sans avoir confiance en lui-même et aux capacités que Dieu lui a données. Donc, Harvest Africa prône le changement de mentalité comme issue pour vivre la dignité pour laquelle Dieu nous a créés les uns les autres. Mais cela n'est pas une idée qui est venue de notre intellect. C'est la parole de Dieu elle-même. Dans Romains 12, l'apôtre Paul écrivait au 1er siècle, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Vous voyez? Donc, la Bible pointe que la clé de notre devenir, avant tout, n'est pas dans quelqu'un d'autre, mais dans notre mental.
Et la parole de Dieu doit transformer notre mental pour que nous recevions la mentalité de Christ. Et cette mentalité, c'est une mentalité qui place l'homme dans sa véritable destinée pour laquelle Dieu l'avait créé. Voilà pourquoi West Africa appelle la diaspora, avant tout, d'entrer dans cette dynamique de changement de mentalité et de savoir que, même en vivant en dehors du continent, ils ne sont en rien inférieurs aux peuples qui les ont accueillis. Qu'ils ont le même potentiel de pouvoir devenir ce que Dieu veut. Donc, Dieu ne nous a pas créés inférieurs les uns par rapport aux autres. Mais c'est notre histoire personnelle, avec plusieurs paramètres, qui font que les uns soient supérieurs aux autres. Mais fondamentalement, tous les hommes sont nés égaux. Et c'est cette prise de conscience de ce que Dieu a fait en Christ pour tout homme qui est la clé. Cette prise de conscience est la clé de pouvoir devenir ce que Dieu veut que nous soyons à travers Christ. Donc le changement de mentalité est impératif pour le développement de tout peuple. Et la diaspora, je l'invite et je l'inviterai au cours de cette conférence aux USA, aux États-Unis, à ce qu'elle puisse réellement communiquer largement, en utilisant même les outils que nous avons aujourd'hui, les outils numériques, les espaces, les réseaux sociaux, les plateformes, afin que nous puissions véhiculer, vulgariser cette dynamique que l'homme africain n'est inférieur en aucun cas aux autres peuples, qu'il est capable de se développer comme les autres se développent. J'ai dit que la diaspora, elle est dotée de ressources que leurs frères et sœurs sur le continent n'ont pas. En étant dans ces pays-là dits développés, ils ont acquis certaines connaissances. Ils ont une ouverture que les gens sur le continent n'ont pas. Par exemple, c'est une diaspora qui est aussi bénéficiaire des nouvelles technologies. Pour la plupart, ils ont fait des études dans des bons établissements. Ça veut dire qu'ils sont dotés de ressources intellectuelles, financières, expertise, que leurs frères et sœurs sur le continent n'ont pas. Alors, ce qui manque maintenant, malgré ce qu'ils ont, c'est que la majorité, parmi cette diaspora, puisse s'ouvrir à l'évangile, non pas à la religion. Parce que Jésus n'est pas venu amener une religion. Il est venu libérer l'homme de ses prisons. Et les prisons, parmi ces prisons, il y en a, cette prison inhérente à l'histoire même de l'homme africain, pour laquelle les Nkrumah, les Marcus Garvey et les Aimé Césaire ont combattu pour que l'Africain sorte de cette prison, qui l'a rendu inférieur aux autres peuples, mendiant, toujours à la merci des dictats de ceux-là même qui les ont exploités tout au long de leur histoire. Donc, la diaspora est appelée aussi à une valeur ajoutée, ce que j'appelle valeur ajoutée. Ça veut dire, dans toutes les bonnes choses qu'ils ont acquises dans leur pays de résidence, qu'ils reçoivent maintenant les valeurs du royaume de Dieu. À ce moment-là, ce qu'ils vont faire pour leur continent va s'inscrire dans la durée. Ce que j'ai à ajouter, c'est d'abord m'adresser, premièrement, aux Africains qui sont sur le continent africain, pour leur dire que l'heure de l'Afrique a sonné. L'Afrique, même la plupart des spécialistes des questions internationales ou des grands dossiers internationaux s'accordent à dire que le XXIe siècle, c'est le siècle de l'Afrique. Ce n'est pas seulement de
l'excitation en l'air ou un afro-optimisme sans fondement. C'est qu'il y a des indicateurs qui montrent que l'Afrique a tout maintenant pour voir sa décollation venir, en tout point de vue, économique, intellectuel, social, spirituel, et j'en passe. Le message que j'ai pour mes frères et sœurs africains qui sont sur le continent, c'est que c'est le moment de se lever. C'est le moment de prendre le flambeau de la parole de Dieu, de la vivre, de l'intégrer dans notre quotidien. Et c'est en cela que l'Africain trouvera sa destinée. C'est dans cet évangile-là où réside la force qui va le propulser, avec les ressources que Dieu lui a données naturellement, qui ne devrait plus profiter aux autres, mais avant tout à lui, avant tout à l'Afrique. Parce que toutes les ressources dont l'industrie de haute technologie a besoin en Occident ou dans d'autres pays développés, donc les matières premières, qu'on appelle les matières stratégiques, se trouvent en Afrique. C'est-à-dire toutes les prouesses scientifiques auxquelles les Américains et les Européens aujourd'hui ont pu réaliser. Mais c'est sur base des matières qu'on trouve en Afrique. Vous savez, l'uranium, qui est utilisé dans leur industrie, dans leur centrale civile, pour le nucléaire civil, ça provient de l'Afrique. Les matières premières dont ils ont besoin pour les satellites, pour la téléphonie, pour les ordinateurs, la technologie de pointe, ces matières premières se trouvent en Afrique. Ça veut dire que toutes les matières premières dont le monde a besoin pour son développement, et surtout aujourd'hui à l'ère du numérique ou de la technologie de pointe, se trouvent en Afrique. Mais pourquoi est-ce que l'Africain doit continuer à vivre dans la misère, alors que le Créateur a tout mis dans son sol et sous-sol? Donc quelque chose doit être déclenché en nous, les Africains. Et cette quelque chose-là, c'est l'Évangile qui la révèle. C'est Christ en nous, l'espérance de gloire, comme dit la Bible. L'Africain a été, et j'en conviens, que l'Évangile a été tordu à cause des gens qui ont été supposés le communiquer. Donc la plupart des premiers missionnaires, pour la plupart qui se sont servis de l'Évangile pour des intérêts de leur pays, des intérêts colonisateurs. Mais l'Évangile, malgré la falsification sciemment qui a été derrière la propagation de l'Évangile, mais l'Évangile reste l'Évangile. Christ n'est pas européen. Christ, sur le plan physique, il est juif, il est asiatique. Il ne faut pas faire de l'amalgame en disant qu'ils sont venus nous prêcher un Christ européen. Non, Jésus-Christ, sur le plan physique, de la chair, il était asiatique parce qu'il est né en Israël, il est juif. Mais sur le plan spirituel, parce que Dieu est esprit, comme il l'a dit, Jésus-Christ était Dieu, pleinement Dieu et pleinement homme. Donc il faut sortir le Christ, le Messie, le Christ, donc le sauveur du monde, le Dieu qui s'est incarné. Il faut le sortir de ces amalgames-là, hérités de la colonisation, où l'évangile a été instrumentalisé pour asservir le peuple, et sortir le Christ vivant, parce qu'il n'a rien à voir avec ça, et maintenant le donner aux Africains en tant que sauveur, en tant que Dieu incarné, avec son évangile, pour voir l'Afrique entrer dans ces prédictions qui viennent des économistes, qui ne sont pas pour la plupart des Africains, tels que, par exemple, Jacques Attali, qui est français, qui est mondialement connu. Il n'est pas africain. Donc, il prédit l'avenir de l'Afrique en tant que puissance mondiale. Il y a des politiques, il y a des sociologues. Donc, il y a
toute cette panoplie d'intellectuels, de chercheurs qui sont influents sur la scène mondiale, qui s'accordent à dire que l'Afrique, c'est son heure maintenant. C'est son heure, c'est l'ère, hein, je veux dire la période. Hein, c'est l'heure pour l'Afrique et c'est l'ère africaine pour décoller maintenant, pour être une bénédiction, d'abord pour elle-même et pour le monde, à l'endroit où elle était, synonyme de malédiction, jusqu'à ce que certaines théologies. Lorsque j'étais en France dans les années 90, j'ai trouvé une théologie là-bas où les hommes de Dieu, entre guillemets, voulaient expliquer la misère de l'Afrique, malgré sa richesse, que c'est parce que les Africains sont descendants de Cush. Ouais. Donc, Cush qui vient aussi de Cham. En disant que Noé, il a maudit Cham, n'est-ce pas? Et cette malédiction-là a atteint les Africains parce qu'ils descendent de Cham. Mais ce n'est pas vrai. La Bible dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la malédiction est sur chaque homme à cause du péché originel. Et cette malédiction nous quitte lorsque nous croyons en Christ parce qu'il a été fait malédiction pour nous. Voilà la signification de la croix. Donc, j'appelle les Africains à pouvoir différencier le Christ de la Bible et le Christ dont le message a été instrumentalisé pour des raisons XY, pour les intérêts des hommes, des uns des autres. Et c'est à ce moment-là que nous allons voir l'avenir glorieux de l'Afrique pointé à l'horizon. Et pour la diaspora, j'ai dit que c'est le temps maintenant de jeter les passerelles, les ponts entre les deux entités. Ça veut dire la diaspora africaine, d'une part, et les populations africaines sur le continent. C'est le temps maintenant que ces ponts soient consolidés, que ces passerelles soient fortifiées et que la communication soit établie fortement entre les deux entités, la diaspora d'une part et l'Afrique d'autre part, et que ce pont-là, relationnel, fraternel, ayant un socle commun, ça veut dire la même terre sur laquelle nos ancêtres ont vécu, afin que ces ponts-là, ces passerelles, deviennent de plus en plus vivants, ces ponts et ces passerelles, vivants, des canaux où les expertises quittent chez les uns pour revenir en Afrique, et faire bénéficier à l'Afrique à tout ce que ces pays de résidence leur ont accordé en termes de connaissances, en termes d'expertise, et puis aussi en Afrique, qu'il y ait cette réceptivité, qu'il y ait un cadre qui reçoive, n'est-ce pas, ces ressources-là mobilisées dans la diaspora pour venir bénéficier à l'Afrique. Que la diaspora puisse être intégrée, n'est-ce pas, dans le développement du continent, qu'il y ait des cadres qui soient créés, qu'il y ait cette dynamique d'échange, et que la diaspora trouve en Afrique un écho favorable dans la société civile en Afrique, chez les dirigeants en Afrique, et aussi chez les populations africaines. Et que ces ponts, ces passerelles soient réellement une dynamique qui va permettre à ce que, malgré la distance, la diaspora agisse en Afrique comme si elle vivait en Afrique. Non seulement sur le plan financier. Vous savez, il est temps à ce que l'Afrique passe de l'économie Western Union à l'économie de développement. Il faut que cette aide cesse à être une aide pour la survie des familles en Afrique, mais que cet apport-là de la diaspora puisse doper l'économie africaine, puisse créer des emplois en Afrique, puisse sortir la jeunesse africaine. Vous savez que l'Afrique a la plus forte jeunesse du monde. Ça veut dire que plus de 70% de la population africaine est jeune. Qui dit jeunesse dit moteur de croissance, de développement. Vous savez que la Chine s'est développée et atteint aujourd'hui le rang de la deuxième puissance mondiale. Et vous savez, l'Inde va devenir très prochainement la 5e puissance mondiale devant l'Angleterre et devant la France.
Pourquoi? C'est parce que ce sont des réservoirs de fortes populations en termes de démographie. Ils ont su et ont pu transformer ce que les économistes appellent le dividende démographique. Ils ont transformé leur dividende démographique, ça veut dire leur jeunesse, en moteur de développement. Et aujourd'hui, l'Afrique est à la pointe aujourd'hui au niveau d'une population jeune. Vous savez que la population occidentale, c'est une population vieillissante. Voilà pourquoi l'Europe, malgré qu'elle essaie de fermer les portes pour que les Africains n'aillent pas là-bas, mais l'Europe a besoin de cette jeune population. Parce que la population européenne, en l'occurrence, est vieillissante. Qui va faire avancer cette machine économique alors que leur population est vieillissante? Ils ont besoin de cette population. Alors, au lieu de voir l'Africain partir, il faut développer un climat de confiance en Afrique, afin que les Africains découvrent leur développement sur leur sol même, et ceux qui sont dans d'autres pays, en dehors du continent, cette diaspora, puissent trouver en Afrique un cadre qui leur permette de pouvoir investir. J'ai parlé de la société civile, j'ai parlé des dirigeants des pays africains, j'ai parlé des populations même africaines, que l'apport de la diaspora cesse d'être vu seulement comme une manne, hein, comme une injection financière qu'on donne pour que les gens ne meurent pas à la maison. Mais que cette économie qu'on qualifie d'économie Western Union puisse être transformée en économie de développement pour doper l'économie africaine et de là partant le bien-être économique du continent, sans oublier ce qui fait l'une des valeurs de Han, transformation mentale de la population pour que Jésus soit le modèle et que Jésus soit l'inspirateur de tout ce que nous faisons.